Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouvel épisode de la lumière pop de la semaine. Celui sur la semaine numéro 14 qui s'étale du 30 mars au 5 avril 2026. Ça va pas être évident de parler en détail et en qualité des œuvres que j'ai découvertes cette semaine-là. Déjà parce qu'elles sont au nombre de 13, et ensuite parce que je les ai découvertes il y a un mois maintenant. Et oui, j'ai quasiment fait encore un mois de pause. Déjà parce que j'ai fait un séjour de 11 jours à Lyon afin de grimper principalement et de découvrir la ville également. Et la période d'avant, c'était la fin de contrat, c'était le rush. J'ai pris un petit temps calme. Voilà. Là, j'ai du temps, je rattrape les 4 épisodes à faire, on est bon. Est-ce que je fais encore les points en l'air? Bien sûr, j'aimerais bien live aussi. Il y a un milliard de jeux que je veux faire. Est-ce que je le ferai vraiment? Parce que ça va faire 11 mois sans live. Hihi. MDR. Bref, dites-moi en commentaire comment vous allez depuis ces quelques semaines de pause. Ce que vous avez découvert récemment, est-ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode? Si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à laisser un pouce bleu ou une étoile sur les plateformes de podcast. Bon visionnage! Tout d'abord, j'ai lu Les Petites Morts, un des volumes hors série de la saga La Petite Mort de Davy Mourier. Centré, comme on le devine à la couverture, sur une faucheuse qui date de la préhistoire. Donc c'est un volume très important pour le lore global de la série, avec la naissance de l'univers, le vide qu'il y a au début de l'univers, les premiers sujets et la création autour de la vieillesse et de la mort, sur les difficultés à être seul pour traiter tous ces nouveaux sujets qui ne sont pas des sujets hyper légers. Et mon problème, c'est que même si ces sujets-là sont très intéressants de base, pour expliquer l'univers, expliquer les premiers personnages, donner un peu plus de caractère au grand tout, et expliquer pourquoi les règles autour de la faucheuse sont aussi cadrées, parce que sinon au début elle était laissée à elle-même et c'était dur à gérer. Et ben malgré tous ces bons sujets, le volume est assez lourdingue, parce qu'il est constitué majoritairement de gags courts, comme il y avait au début du premier volume. C'est pas tant dérangeant, parce que c'est pas si répétitif que ça, vu que ça joue avec le temps et le fait d'être dans le passé. Mais en même temps, bah, c'est assez léger par rapport au potentiel d'avoir le tome à l'origine de tout. Et même dans la construction, on a beaucoup de flash forward, donc l'inverse de flashback, qui sont assez étranges et dont aucun ne mène à rien, ce qui casse juste le rythme à plusieurs reprises et me perturbe grandement. Et surtout, on a un point très étrange qui sonne un peu comme ne pas assumer du tout de faire un volume hors série, puisqu'on a le droit à la suite de l'histoire de base, d'un coup, sans transition, sur 2 pages du volume. Est-ce que ces 2 pages n'ont pas rien à foutre là, par hasard? Je pense. Et je suis au final, très perturbé et un peu déçu. C'est un volume avec un super incipit et une super idée, de base, mais malheureusement le contenu me laisse complètement indifférent. Il y a beaucoup trop de remplissage pour moi et surtout une construction globale, hyper bizarre, et c'est vraiment dommage. C'est fou. Alors ça va être dur à traiter. Parce qu'ensuite, j'ai lu le volume 26 de High Shield 21. Le problème,
numéro 1, c'est que je l'ai lu il y a un mois. Le problème numéro 2, c'est que j'ai lu 11 tomes après celui-ci. Et le problème numéro 3, c'est que le dernier volume que j'ai lu, c'était il y a déjà 2 semaines. Donc faut que je me rappelle de souvenirs d'il y a un mois sans être écrasé par 11 souvenirs plus récents des 2 semaines d'après. Je pense que je vais juste bêtement me reposer sur mes notes, mais ça va être un peu naze. Normalement, on est toujours au milieu du match entre les Diamond Devil Bats et les Hojo White Knights, donc leurs rivaux mis en place il y a des temps immémoriaux. On a tout d'abord un beau combat entre Shin et Senna, les deux coureurs adverses, qui sont littéralement en symbiose. C'est pas vraiment le même principe qu'une symbiose, parce que c'est genre un ensemble de survie où les deux dépendent l'un de l'autre. Là, c'est une rivalité symbiotique, dira-t-on. Dès qu'il y en a un des deux qui pousse les choses un peu plus loin pour rattraper son adversaire, celui-ci monte encore d'un niveau. C'est plutôt commun, mais ça marche super bien. Et Monta n'est pas en reste. En effet, celui-ci arrive à faire peur au quarterback adverse juste par sa présence et par son instinct. Ça marche bien de montrer qu'il est devenu vraiment puissant et que les gens peuvent le craindre sans même qu'il ait eu le temps d'agir. Et il avait raison, il arrive à bloquer les trucs et à recevoir une passe de dos. C'est exceptionnel, ça marche trop bien. Et surtout, il enchaîne plus que des raisons, parce qu'il est enfin remarqué par son maître, dont il nous parle depuis son apparition, il y a 23 volumes maintenant, un truc comme ça. Et surtout, ce qui marche mieux que le duel Shin contre Senna, ou que le duel Monta contre Sakuraba, c'est un duel de duo. Ça marche trop bien, un coureur et un receveur contre un coureur et un receveur. Ça marche trop bien. Mais Shin continue d'être une machine à tuer qu'il faut dépasser. Il défonce toute la défense. Ils sont obligés de jouer des passes courtes. Même quand Senna arrive à s'enfuir en mettant enfin de la vérité dans ses mensonges, en bloquant, en utilisant ses bras, en devenant un vrai artiste de football, Shin est toujours là. Alors que normalement, une fois que Senna passe, il gagne. Là, Shin le poursuit et le bloque à bout de doigt dans une scène trop stylée. J'adore ce passage, il marche très bien. Et ensuite, on a un moment très drôle entre Takami et Iruma, les deux quarterbacks, qui passent leur temps à enchaîner l'un après l'autre les C'est ce que vous vouliez entendre, n'est-ce pas? En mode full bluff, on est foutu, vous nous avez bien eu. Ça marche très bien. Et derrière, on enchaîne des attaques dans tous les sens. Très bon passage, très impressionnant sur l'évolution de Monta, sur les duos et sur Shin qui est imbattable. Volume très chargé et très important pour ce match. C'était un très bon moment. Ensuite, j'ai lu le 4e volume de La Petite Mort, donc la conclusion de la série principale, puisqu'il y a 4 volumes de La Petite Mort, et après le reste c'est plus ou moins des hors-séries ou des gags qui reviennent en arrière. Le voyage qu'il a fait pour discuter avec le grand tout à la fin du volume précédent, si je ne m'abuse, fait qu'il y a eu un trou de 40 ans dans sa vie, avec le monde entier autour qui a absolument pourri, à vitesse grand V. Et même dans les sujets traités et les solutions, ça va très vite. Il perd sa femme, le monde est pourri, rien ne va,
La fauche revient vers lui alors qu'il avait réussi à s'en séparer. Tout ça parce que le reste de sa famille est dans la merde aussi, parce que finalement, il n'y a pas de bonne solution pour lutter contre le grand tout. Le but, c'est juste de faire de son mieux et d'essayer d'être heureux. Mais par un Deus Ex Machina qui sort de nulle part, le grand tout qui veut le dégager se fait dégager à sa place, et sa récompense, c'est de devenir son propre petit-fils et de ramener ses filles. Et grâce à ça, il se débarrasse du grand tout et de l'explosion du monde. Alors ouais, j'ai tout spoilé, mais en même temps, c'est hyper décousu. C'est des surprises, certes, on comprend la logique globale, certes, qu'il a plus ou moins renoncé à accepter ce qui se passe pour revenir, retenter sa chance, mais ça crée des problèmes et il accepte de détruire le monde. OK, pourquoi pas? Mais je trouve que le volume complet est, plutôt mal, construit, avec des ellipses trop bizarres d'une page à l'autre, des gros changements de sujet. L'enchaînement est pas fluide du tout et même pour la construction globale, c'est étrange comme conclusion pour le personnage qu'on a suivi dans les 3 petites morts précédents. J'ai l'impression que ça ne colle pas bien. C'est vraiment pas le volume avec lequel j'ai passé le meilleur moment. Et le volume, encore une fois, n'est pas aidé parce qu'il y a beaucoup trop de hors-série et de gags plutôt mauvais entre chaque passage important qui coupe absolument tout, n'aide pas à avoir une bonne construction. Et c'est étrange que j'ai des super souvenirs de la bande et tout, de l'animé comme ça, mais que je ne me retrouve pas du tout avec les bandes dessinées. En particulier avec celle-là, qui est une conclusion dont je pourrais à 100% me passer. Ça, y a aucun souci là-dessus. Je n'ai pas passé un bon moment. C'est Ensuite, j'ai lu le volume 27 de High Shield 21 et qu'est-ce que Monta est cool dans celui-ci. Il est absolument mort de fatigue, incapable de bouger, car il porte tout le match pour l'instant, vu qu'il a dépassé Sakuraba, mais que Senna n'a pas encore dépassé Shin. Et pourtant, malgré ça, l'équipe lui fait confiance, et il se fait confiance aussi. Il est toujours mis dans chacune des strates de l'équipe, et arrive même à faire des coups absolument malades, en chopant par exemple le ballon à une seule main. Ce qui n'est clairement pas donné à des receveurs de bas étages. Et même Yuki, qui était déjà mort et qui rentre sur le terrain une demi-seconde, arrive à faire un coup de fou. Coup de fou qui consiste en plus surtout à pousser Shin dans la zone d'en-but pour gagner du temps pour la contre-attaque. C'est hyper malin, ça colle au personnage, et ça montre que les efforts de tout le monde sont mis en place pour le duel final entre Shin et Senna, où il est obligé de le passer. Et justement, il est motivé à fond de voir qu'il est seul face à l'adversaire, mais poussé par tous ses alliés qui ont fait un match de fou. Et donc, on met en place tout ce qu'il a appris jusqu'ici, à base de combat. Donc, il est prêt à plonger sur l'adversaire absolument tout seul, sans protection. Il utilise ses bras pour s'en sortir. C'est impressionnant, ça marche bien. Le personnage a sacrément évolué. Après, j'ai écrit tout seul Essaim d'abeille. Donc ça, c'est une technique des Diamond Devil Bats. Mais qu'est-ce que j'ai voulu dire dessus? Juste que ça existait peut-être. Mais c'est pour l'action finale, qui du coup, je pense, m'a moins marqué que le duel final entre Shin et Senna. Et surtout, très bonne fin de match. On a les deux stars montantes qui ont toutes les deux perdu, mais qui ont fait des perfs de fou.
Et on a Takami et Otawara qui ne pourront plus faire partie de l'équipe l'année d'après parce qu'ils sont trop vieux, qui sont détruits, qui ont des très bons moments, en cachette et aidés par leurs ennemis pour se cacher. Ça marche bien. Et surtout, un bel esprit de revanche pour les années futures. C'est trop mignon. Très bonne fin de match, très bon volume. Et derrière, on nous présente les Dinosaurs, bien évidemment. Juste écrit qu'ils faisaient nimp, ce qui n'est pas hyper précis, mais c'est histoire de les teaser un petit peu. Voilà, trop mimes. Ah. Ensuite, j'ai vu Super Mario Galaxy, le film, le jour de sa sortie avec deux potes et mon frère. C'était évidemment un super divertissement et pas un film. C'est méchant, dit comme ça fait cinéphile élitiste, mais on comprend l'idée. On n'a pas vraiment d'intérêt dans le scénario ou les personnages, mais en même temps, en face, c'est hyper coloré, c'est beau, c'est rythmé, il y a des références de partout, et des gags de partout, et souvent les deux ensemble. Les décors sont très bien, les crossovers sont très bien, la construction marche très bien, ça s'enchaîne super bien. Donc ça, c'est cool, ça fait un divertissement très réussi. Mais en face de ça, ben, le film, il est vide. On a des séparations inutiles entre les groupes et les personnages pour pouvoir multiplier les intrigues et donc les références. On a un Deus Ex Machina absolument abusé en fin de film. C'est teasé au milieu sur l'origine des deux princesses, mais pour que ça mène à ça à la fin, c'est peut-être un peu fort de café, comme diraient les jeunes. On n'a aucun des personnages qui n'évolue. Hein, Mario, il est amoureux de la princesse, les gens le voient, fin. Luigi, fin. Yoshi, nouveau personnage, fin. Coup dur quand t'es nouveau, quoi. Peach, fin. Harmony, elle se fait libérer. Le seul sujet qui aurait pu avoir une évolution et qui était pour moi une réussite au début, c'est la relation entre les Bowser. En effet, on a le père qui semble avoir une vraie rédemption auprès des frères plombiers pour mériter sa libération. Ça marche bien. Il y a son fils qui arrive et qui lui rappelle à quel point il était grand, il était méchant, pendant que lui doute. Ça marche bien. Et après, c'est disparu son duo indéfectible. Et là, bah, c'est un peu nul. Et c'est dommage. Et surtout, est-ce que le film justifie de s'appeler Mario Galaxy, le film, et pas un autre jeu? Je ne suis pas convaincu. Oui, les power-up finaux sont ceux de Mario Galaxy. Oui, l'objet à récupérer c'est Harmony. Mais bon, bah, on a Bowser Jr. en méchant. On a des refs à Mario Maker. On a des refs à Mario World avec Wart. On a des refs à Mario Odyssey dans beaucoup de sens. On a même des refs à Star Fox qui sortent de nulle part, mais qui offrent de nouveaux styles d'animation. Entre ça et le spectacle de marionnettes, on a plein de styles différents, c'est trop cool à voir. Parce que le film est mauvais pour la santé, vu comment il enchaîne en ne poussant rien loin, mais en même temps, bah, il est sacrément bon. Donc, comment se plaindre? On a des gags qui marchent très bien pour moi. Yoshi qui raconte son flashback de comment il est arrivé dans les égouts, c'est super drôle. Et voilà, hein, c'est déjà un peu tout ce que j'ai à dire dessus, malheureusement. Il pousse tous les potards du 1 encore plus loin. C'est encore plus divertissant, c'est encore plus le bordel, c'est encore plus des références, mais c'est encore moins un film construit. Et la scène post-générique, bon, le teasing est pas des plus intéressants. On verra bien ce que l'avenir des films Nintendo nous réserve.
Mais en tout cas, ça c'est un A. Ensuite, j'ai lu La Petite Mort, tome 1.5, une impression de déjà lu, et je n'ai vraiment pas apprécié l'exercice du tout. C'est un volume de relecture, dont le but est de questionner: que se serait-il passé si Petite Mort avait choisi Séphie au lieu de Ludo? Et pas mal d'autres questions qui apportent des modifications à l'univers, aux personnages et à leur caractère. Et ma question principale, c'est: où est la relecture, tout simplement? Oui, les parents de la petite mort sont beaucoup plus légers et agréables. Oui, l'école est encore plus désagréable avec des camarades qui lui font voir de toutes les couleurs. Oui, il choisit ses filles au lieu de Ludo, ce qui le rend beaucoup moins appréciable à nos yeux. Même si bah, c'est cool hein, de s'accepter soi-même, de faire le choix que nous on veut. Et même si ça le rend touchant de voir que la Terre refuse qu'il ait fait ce choix et lui fasse payer. Ou attention, autre gros changement, au lieu d'avoir le grand-père dans le placard, on a une grand-mère cachée dans une machine à laver. Et ça ne raconte rien. Et en fait, bah, je ne comprends pas du tout l'intérêt de ce volume-là. Je suppose que ça doit être un peu cool de replonger dans l'univers avec une relecture un peu plus moderne et des choix différents. 8 ans après le premier volume, quand tu lis les deux avec 8 jours, pardon, avec 14 jours d'intervalle, ça a tout de même moins d'intérêt. Et encore une fois, on a beaucoup de gags simples, mais cette fois j'en ai noté quelques-uns que j'ai bien aimés quand même, autour des profs ou autour du suicidé. Ne me parlez pas de ces gags-là, je n'en ai plus aucun souvenir, mais si je les ai notés, c'est que j'avais dû les apprécier sur le coup. Mais en soi, un volume inutile, selon moi. Je ne vois pas vraiment à quoi il peut servir et à qui il peut servir. Comme je l'ai dit, sans doute en enchaînant moins rapidement les volumes. Mais pour moi, ça sera donc un D. Ensuite, j'ai lu le volume 28 de High Shield 21. C'est un volume que j'ai adoré d'un bout à l'autre, alors qu'il est finalement assez peu centré sur nos Diamond Devil Bats. Parce qu'on assiste à la deuxième demi-finale entre les Dinosaurs qui sont introduits juste à la fin du volume précédent et les Wild Gunmen que nos héros ont affronté précédemment et contre qui ils ont perdu. Mais avant ça, la discussion où Gao, l'immense monstre hyper puissant des dinosaures, vient discuter avec Riku et avec Senna pour se donner à fond parce que lui, c'est un destructeur. Il est là, il fonce tout droit, il détruit tout, il explose les quarterbacks, il les tue. Et donc, bah, si en face il y a de la résistance dans les duels, Bourse qui empêche de le toucher, il est content, donc il motive ses adversaires à se donner à fond. Et justement, on a Kid qui est connu pour ses lancers de balles extrêmement rapides, qui doit lancer encore plus vite que ça pour éviter de se faire écraser par la force brute de Gao, et qui se retrouve même à faire des passes à ses potes en respectant leurs rêves comme il l'a toujours fait et en se mettant même à rêver de lui-même. Et ça, c'est cool. C'est donc encore plus dur de les voir être à 100% impuissants, se faire briser les uns après les autres.
par ses adversaires qui ont tenu la dragée haute à nos Diamond Devil Bats. On a Riku qui finit tout seul, et ça marche très bien. Et justement, hein, pour essayer de contrer Gao, le seul qui a le physique chez les Bats, c'est Kurita. Et ça fait plaisir, ça fait un moment qu'on l'a pas mis en avant. Et donc voilà, on a une petite phase d'entraînement au sein de Tokyo Dome en le visitant. Et surtout, on a un flashback autour de Hiruma jeune et de sa découverte du foot américain, de sa découverte du bluff, de sa découverte de Kurita, qui est absolument seul dans son club, qui n'a aucun matos, aucun soutien. Sa découverte de Musashi, qui vient à la base juste réparer tout dans le grillage, grâce auquel Hiruma peut découvrir tout ça, mais qui le détruit à nouveau pour aider le rêve de deux jeunes sympathiques à ses yeux. Et les trois ont une hyper bonne influence les uns sur les autres qui les pousse à aller de l'avant. Ça marche trop bien. Et surtout, ben, ça justifie la motivation de Kurita à vouloir être le bouclier ultime pour Hiruma et à vouloir s'entraîner, se donner à fond sans avoir peur. Ça marche très bien. Volume hyper important pour teaser les gros sujets du match de finale. Et ça marche trop bien. C'est du teasing, c'est des personnages, c'est ce qu'il y a de mieux dans High Shield 21. Donc c'est évidemment un S. Là, c'est pas bien. Ensuite, j'ai lu le volume 11 de Kamuyara. On nous donne des éléments de lore qui ne sont pas collés directement à nos personnages et qui donc pour l'instant me questionnent l'utilité sur leur implication dans l'univers. Parce qu'on nous parle de dieux qui viennent attaquer la Terre un peu pour le plaisir et qui affrontent un équivalent qui sort de nulle part et qui défend plutôt bien. Voilà, après on parle plus de ça du volume. Notre petite bande de personnages se fait attaquer par des petits personnages tout à fait normaux. Et donc, ils se confrontent sur le traitement qu'ils doivent leur réserver. Mais comme c'est des personnages qui sont pas assez bien mis en place dans ma tête et qu'ils ont des idées qui ne sont pas si différentes réservées, c'est pas forcément une discussion et un passage très intéressant. Ensuite, ils affrontent un gros Camille. Le combat là raconte encore moins de choses. Le seul truc un peu intéressant, c'est qu'en fait, ce Camille-là a été ouvert par une nouvelle personne qui serait une espionne et qui est teasée de manière mystérieuse dans ce volume-là. Ok, ouais, cool, le teasing et plus de persos, c'est cool. L'élément que j'ai bien retenu de ce volume-là, c'est le groupe de méchants qui se transforme en une sorte d'entité qu'ils ne contrôlent pas vraiment et qui offrent leur pouvoir au dernier d'entre eux qui reste. C'est un passage plutôt touchant, plutôt humain sur ces personnages-là, ça marche bien. Parce que sinon, sur le reste, c'est un combat sur l'eau. C'est original, d'autant plus que le personnage principal se bat grâce à la terre, la matière, et donc il y en a quand même moins sur l'eau. On a des grosses vagues, on a un combat qui se passe avec les âmes entre le bouclier protectrice qu'on a depuis un moment et une de ses potes que j'avais à 100% oublié. Et il y a même un échange d'âmes étrange entre elles à la fin. Franchement, je trouve ça encore et toujours incompréhensible, autant au niveau de l'intrigue que du dessin. Je ne me facilite pas la tâche en n'ayant pas fixé les premiers volumes, ayant lu vite d'un coup, puis avec une grande pause. Mais bon, bah en même temps, pour ce qu'il y a dedans, ça ne donne pas spécialement envie de mieux connaître les personnages, parce que même en les ayant en tête, j'ai pas l'impression que ça soit des plus passionnants. Il y a une grande guerre qui se prépare, avec 5 persos. L'univers, il y a des dieux. Il y a une espionne qui arrive. Il y a des échanges d'âmes qui sortent de nulle part. Ça fait pas envie. Et il reste. C'est évidemment, encore une fois, un dé.
Ensuite, j'ai lu le volume 29 de High Shield 21. C'est un volume très compliqué pour les Devil Bats, parce qu'au début, ils s'entraînent au max. Ils sont de tels brûlés du manga, donc ils n'ont évidemment aucun plan en cas de blessure et n'en veulent pas, à commencer par leur manager, parce que si blessure il y a, ça concernera Iruma, et les deux sont hyper mignons, donc ça marche bien. Et donc on garde Kurita en unique bouclier, car c'est le seul aux assauts de Gao sans décéder en moins d'une seconde. Et justement, l'entraînement, un peu, il arrive à tenir face à temps, il manque d'envie, et les Dinosaurs arrivent à juste aller tout droit sans être arrêtés, à ralenti, ce qui est une première grosse face à un grand tout mou qui a un respect et qui arrive à servir un peu de la force pour bloquer les deux Monta. Monta et l'appréhension, donc maintenant on joue en laissant lui fracasser. Et on a le quarterback adverse, qui arrive à de suivre la course où les pieds, il suit la balle et donc ils font un sacré retour de touchdown comme ça. Et donc c'est pas très original hein, sur les personnages qui ont un tas, mais pour le coup, les sujets autour, c'est nouveau, à côté. C'est une bonne introduction de match avec des sujets qui font envie à suivre. Et derrière, même le bluff ne marche pas. Iruma a fait ce type-là vite, mais il se fait soit dépasser par le regard de Marco, soit par la force impossible de Gao. Et on arrive au moment fatidique sur une scène qui est très jolie dans ses dessins et dans sa mise en scène, où Iruma se fait dans une bonne séquence finale. L'équipe entière doit pour Iruma la réponse, mais entre le fait que c'était le plan de base d'Iruma, l'idée principale, et le fait qu'il se désigne de lui-même partant, un sacré escroc sous les yeux. Donc très bon volume d'introduction au match, évidemment. Ensuite, j'ai lu mon premier Marvel Must Have du mois de mars avec Fantastic Four. Fantastic Four, une solution pour tout. Et c'était vraiment pas un bon moment. Yes, I. C'est centré uniquement sur le personnage de Mister Fantastic, comme bien souvent dans les quelques comics de Marvel Must Have des Fantastic Four que j'ai pu lire. Et c'est dommage en fait, parce que comme ils sont quatre, on pourrait avoir des personnages principaux qui tournent parmi les quatre, ou des duos, ou des trios, ou des quatuors mis en avant. Pas que Mister Fantastic. Après, j'abuse, il est pas tout seul. Il y a également un multivers rempli uniquement de lui, qui ont eu d'autres pouvoirs, qui ont eu d'autres histoires, mais c'est uniquement lui. Mister Fantastic, Mister Fantastic, Mister Fantastic, Mister Fantastic. Et bah, ça colle bien au perso, en fait. T'as une sorte de conseil dont le but est de gérer absolument tout. C'est un peu ce que chacun essaye de faire dans l'univers. Et voilà, ça leur suffit pas, donc ils se mettent à faire ça ensemble dans le multivers. Mais ça fait qu'il ignore à 100% sa famille et le rend inintéressant et déconnecté. Encore et toujours. C'est vraiment pas un personnage avec lequel j'accroche. Et même comme ça, alors qu'il apparaît un milliard de fois, qu'il essaye de tout gérer tout seul, qu'il essaye de trouver des solutions miracles pour ne plus avoir à gérer tout ça, ça ne raconte rien sur lui. Alors que c'est notamment lui et des milliards de doubles de lui qui pourraient lui faire des reflets déformés, rien. Et c'est fou que ce qui est mis en avant le plus, genre très largement dans ce volume, n'amène à rien comme ça. Alors que ce qu'on voit beaucoup moins, les deux enfants Richards et également leur tonton, oui, c'est intéressant. Ils font un bon quatuor, ils ont des aventures, sur la responsabilité, sur la découverte de leur pouvoir, sur le fait d'être cachés dans la famille ou pas. Mais à cause
de Mister Fantastic, c'est hyper décousu et ça n'a pas le temps de être poussé du tout. Évidemment, hein, le propos de fond est intéressant, c'est logique. Il n'y a pas de solution pour tout. L'important, c'est de faire face. Pourquoi pas en équipe, pourquoi pas en famille. Mais bah, ça ne suffit pas. Un bon moment et pour être intéressé. Je trouve que le volume en lui-même ne contient rien. C'est pas mal de teasing pour la suite de ce comics-là, des Fantastic Four. Mais que ce volume-là, en lui-même, n'apportait pas grand-chose. Si vous êtes fan de Reed, il y a moyen que ça vous plaise, parce que vous allez le voir sous toutes les coutures possibles. Mais moi, ne l'ayant pas de base, l'avoir autant de fois pour que ça mène à rien, c'est non. C'est donc évidemment un dé. Ensuite, j'ai lu le volume 30 déjà, ça va trop vite, de I Shield 21. On essaye d'affronter un des soucis de l'équipe actuelle. Il y en a 4 actuellement. La force physique de Monta, passer quelqu'un qui lit la balle et pas tes courses, et être un nouveau quarterback. Le premier sujet marche bien grâce à quelqu'un qui est fan de lui et de ses capacités, qui va même jusqu'à parler alors qu'il ne l'a pas, et se donner à fond et affronter quelqu'un beaucoup trop fort pour lui pour essayer de libérer mentalement Kurita. Ça marche très bien. On a Senna qui apporte quelque chose de nouveau et qu'on n'a jamais vu, autant le rôle de quarterback en général, avec un mental très droit, un peu audacieux parce qu'il a tout récupéré de Hiro, et avec de sacrées courses. Il ne sait pas faire de passe, mais il comporte étant super mobile, c'est récent et original. Et c'est bien qu'après, sur un cast de personnages pas si poussé que ça, on ait encore des nouveaux sujets. On nous parle aussi rapidement de l'importance de la tenue du ballon pour pouvoir faire un kick. On n'avait pas vu, c'est pas beaucoup plus poussé que ça, mais c'est toujours cool à avoir de nouvelles choses et de nouveaux éléments importants dans un match. On a Iruma qui est de retour et qui peut bluffer à nouveau. Est-ce qu'il peut jouer? Est-ce qu'il peut pas jouer? Il peut jouer à quel niveau? Ça marche très bien. Et bah, comme le sujet de Monta avait été mal introduit, il est mal conclu également. On lui fait une passe longue absolument terrifiante et pourrie. En même temps, vu l'état de ceux qui lancent, c'est normal. Il récupère la balle et se la fait pas voler parce que, en même temps, il n'avait pas réellement de sujet. On lui a mis une difficulté pour que l'équipe soit bloquée. Et même pendant le match, on nous tease leur prochain adversaire. Et ça fait plaisir parce que, bah, en même temps, il reste plus grand au Japon, donc c'est forcément pour la prochaine fois l'ennemi duquel on tire son nom. Et bah, dernière étape dans le retour, la protection s'est passée grâce à Komusubi. Monta s'est passé parce qu'il n'y avait pas de sujet en fait. Quarterback s'est passé parce que Senna a bien appris et que Iruma est de retour avec son bluff. Il reste que Marco à dépasser et du coup on va lui faire un retour de bâton où le but c'est de le briser. On a droit à un flashback où ça parle de son envie de la victoire. Ça marche bien. C'est pas le tome le plus efficace parce que, ben, hormis Gao en face, il n'y a pas de gros sujets qui ont été démontrés. Donc c'est un peu facile. Mais en même temps, on a plein de petits sujets qui n'avaient pas été traités avant. Des quarterbacks plus mobiles, un peu moins réfléchis. La tenue de balle pour un kick. Donc c'est toujours bon à prendre. C'est efficace. Ah. Ensuite, j'ai lu le volume 9 de Magus of the... Pardon, of the Library. Donc série annuelle, tout simplement, que j'ai du mal à suivre. J'ai lu une fois les premiers, quasiment tous d'un coup, genre peut-être 6 je pense. Enfin, j'en ai lu un ou deux avec les offres pour les avoir pas cher. Plusieurs années après, j'en ai lu 4 ou 5 d'un coup, donc acheté d'occasion. Et depuis, j'en suis à un par an et je suis pas dedans. Parce que là, on a la classe du personnage principal, dont je n'ai plus aucune idée du nom, qui doivent chacun préparer un gros livre pour, comme travail. Et il a son projet qui rassemble du monde autour,
Déjà parce que le projet est cool, et ensuite parce qu'il les a marqués tous un à un dans les volumes précédents par son caractère, et ils sont tous prêts à l'aider parce qu'il a remarqué leurs talents et leur envie et sait comment leur parler. Et ce qui est bien, c'est que ça va être un volume qui rassemble des personnages. Ce qui est moins bien, c'est que j'ai aucune idée de qui sont ces personnages, d'à quel moment il les a aidés et découverts, de quoi que ce soit. Et donc, bah, c'est du recrutement un peu longué. Alors, c'est intéressant, hein, ça reste humain, ça se base sur leur passion, sur leurs points forts, sur leur envie de l'aider. Mais en même temps, bah, c'est des inconnus total pour moi. Donc, c'est un peu décrochant. Et à côté de ça, on a plein de mystères et de la mise en place avec des personnages inconnus. Alors, c'est toujours de la construction et de l'évaluation, mais bah, je vois pas où ça mène. Parce que pour moi, les deux gros volumes précédents, c'était de la baston et une défense par rapport à une invasion de leur ville de sorciers. Et je ne comprends rien à la construction globale. Pourquoi ils sont tous en train juste de faire un livre de manière mignonne. Mais il y a un gros sujet global en fil rouge sur une petite fille que j'ai oublié qui elle est, qu'ils ont recueillie, qui s'enferme vraiment sur lui-même et qui essaye de le libérer en lui montrant de l'affection, en la prenant en compte dans les sujets, en l'écoutant, en lui laissant le temps, en faisant des actes d'humanité folle. Ça marche très bien. Les difficultés, les solutions, la libération finale. C'est un sujet très mimi, donc c'est un plutôt bon point du volume, mais il est pour moi extrêmement lourd parce que je ne connais pas assez les protagonistes pour être impliqué dans une intrigue qui est là pour les rassembler, les remettre en avant, montrer pourquoi ils sont là et pourquoi ils sont attachés au personnage principal. J'ai décroché trop tôt. Et ça fait beaucoup de mangas comme ça, sur lesquels je ne suis pas du tout accroché. Et assez étonnamment, c'est des rythmes de parution plutôt lents. Peut-être que ça joue. Mhm. C'est. Et enfin, j'ai lu Les secrets de l'immortel Nicolas Flamel, volume 5, Le Traître. C'est une série de romans où j'avais lu les deux ou trois premiers au collège slash lycée à la bibliothèque. Récemment, ça me faisait envie de redécouvrir et de découvrir la fin. Donc, je suis Vinted. Très content d'avoir lu les premiers volumes. Là, je découvre la deuxième moitié, dira-t-on. Et ce volume 5 est absolument horrible. Il est long, il est lent, c'est pas intéressant du tout. On a vraiment 1000 équipes différentes. J'abuse un peu, mais on en a moins 4 ou 5, je crois. Et le pire, surtout, c'est qu'on change d'équipe à chaque changement de chapitre et que les chapitres ne font bien souvent que 5 6 pages. Et donc, changer aussi régulièrement de sujet, putain, que c'est chiant à suivre. C'est un peu le souci que j'ai avec les chapitres de One Piece actuels, par exemple. Où se concentrer sur quelque chose, deux trois chapitres, et passer à autre chose. On a tous les sujets en même temps dans tous les chapitres, ce qui fait qu'il n'y a rien qui avance et que c'est lourdingue à suivre. Et surtout, ce volume-là, c'est de la préparation pour le volume, mais avec aucune avancée dans celui-ci au niveau de l'intrigue globale et surtout au niveau des personnages. J'aime bien les parties préparation, mais il faut qu'elles racontent quelque chose quand même. Parce qu'on a un groupe de différents antagonistes dont je n'avais aucun souvenir dans le reste des volumes précédents. Soit je les ai oubliés, soit ils sont de nulle part d'un coup, et c'est bizarre d'avoir un point de vue sur eux. D'autant plus que c'est juste pour qu'ils s'allient car ils ont un adversaire commun, et c'est tout ce qu'ils font du volume. On a un groupe qui a voyagé dans le temps, qui est coincé dans le passé, et qui découvre l'époque où les dieux étaient les plus. Mais bah, ça avance pas, hein. Ils découvrent que c'est le passé, ils se font arrêter, ils se font sauver. Fin, c'est un petit peu light. C'est
pour que les révélations qu'on est dans l'instant présent soient imagées en même temps dans le passé. Mais bon, bah, si c'est juste pour ça, c'est pas nécessaire. Ensuite, on attaque les deux groupes que j'ai préférés. Du côté des héros, où on a un gros sujet autour de la survie compliquée de Nicolas Flamel et de sa femme qui est prête à sacrifier un de ses 2 derniers jours de vie pour pouvoir le partager avec son mari. Ça marche bien. Et quelque chose qui marche pas et que j'aime pas par contre, c'est qu'ils ont tous les personnages qui sont rassemblés dans ce volume-là, alors qu'ils sont 1 milliard sortis de nulle part, ils ont tous une petite plaque avec leur nom et leur rôle pour la prophétie finale à venir, écrite par Abraham dans l'époque du passé, et qui fait chier, hein. Si tout est écrit, c'est pas intéressant. Et pendant ce temps-là, on a le groupe antagoniste, dans lequel est un des deux jumeaux principaux. Il traîne avec eux, il se pose pas de questions, il est pas intéressant du tout. Par contre, Machiavel et Billy the Kid, qui sont dans ce groupe-là, sont très mignons pour leur relation ensemble de soutien, pour leur rivalité avec le grand méchant de la saga, pour leur protection mutuelle. J'aime beaucoup. Et on a un gros monstre qui met très longtemps à apparaître, qui a été longtemps teasé, et qui se fait rétamer en une demi-seconde à la fin. Donc c'était surtout histoire de rassembler les groupes, de montrer que tout était écrit, et d'envoyer les personnages là où ils doivent être pour le final. Mais avec une écriture longue et lente, et pas forcément fun à lire. On verra comment ça sort prochainement. Je vais pas enchaîner avec ça tout. Et je sais très bien parce que depuis j'ai eu le temps de lire entièrement Hunger Games volume 5 du coup. Et là je vais m'attaquer normalement à Stephen King. On verra quand est-ce que je lirai le film. Bref, c'était pas bon. Des. Et voilà qui conclut cet épisode de retour. Cet épisode numéro 14 de la lumière pop de la semaine 2026. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous savez très bien ce qu'il vous reste à faire. Abonnement, partage, commentaire, pouce bleu ou étoile selon la personne que vous écoutez. Dites-moi en commentaire comment vous allez, ce que vous avez découvert récemment et ce que vous avez pensé de ce parle dans cet épisode. Quant à nous, on se retrouve d'ici quelques jours, quand je l'aurai terminé, pour rattraper la semaine 15, qui se composera de moins d'œuvres, puisqu'il y en a 8 au lieu de 6 mangas, et pas que j'ai attention, et dans la liste, il y en a 4 que j'ai adoré. C'est plutôt pas mal. Bref, alors quelques jours pour ça, et peut-être ça avance bien, vu qu'on a fait tranquille en ce moment. Bref, d'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir, à très bientôt.